Bonjour. Ouh. Bon, c'est dur, hein. Vous par contre, vous avez l'air de vous promener. Hein. Oh ça y est, c'est pas la balade. Hein. Là je termine doucement, c'est pour la récupération. Ouais. Bon, je fais pas ça souvent, mais là j'ai dû partir trop vite. J'ai du mal à finir. Tiens à moi un coup. Merci. C'est bon pour rafraîchir le moteur. Dis donc, t'as l'air sérieux, hein. Tu fais souvent des étirements? Tu sais, le coureur, c'est comme une voiture. Il y a le moteur et la carrosserie. Faut entretenir tout ça. Le coureur est doté d'un système cœur-poumon-muscle comparable au moteur d'un véhicule, le squelette et les articulations étant la carrosserie. Le coureur sur route peut être comparé à une grosse cylindrée dont le moteur doit être capable de fonctionner à haut régime pendant un temps très long. La particularité du moteur humain est de fonctionner avec deux types de carburant, les sucres provenant de l'alimentation, assimilables à l'essence, et les graisses de réserve assimilables au gasoil. Pour ne pas étouffer le moteur, tout réglage de carburation consiste à trouver un bon équilibre dans le mélange air-carburant. Pour le coureur, ce mélange s'effectue entre l'oxygène inhalé et les sucres ou graisses. Ce réglage précis permet au coureur de maintenir la plus grande vitesse possible pendant toute la durée de l'épreuve sans s'essouffler. Pour transporter ce mélange jusqu'aux muscles, il faut de bonnes canalisations, c'est-à-dire de bons vaisseaux, et une bonne pompe, ce qui veut dire un cœur fonctionnant parfaitement, car il doit pouvoir assurer un grand débit pour s'adapter à l'effort. Le moteur humain produit aussi de l'énergie et de la chaleur. Pour le refroidir, la chaleur est transportée à la périphérie et éliminée par la peau. C'est la transpiration. Pour des efforts supérieurs à 1 heure, il est nécessaire de compenser cette perte d'eau, donc de réhydrater l'organisme sous peine de voir le moteur se casser. Le rendement du moteur est optimisé par une carrosserie légère et un bon choix dans le rapport des vitesses. Le coureur hors stade doit adopter une foulée économique. L'équilibre judicieux entre le bon réglage du moteur, une carrosserie légère et une mécanique entretenue, pour faire tourner le moteur aussi bien à faible régime sur des périodes longues qu'à haut régime sur des périodes courtes, n'est réalisable que par un entraînement bien conduit. T'es bien équipé, hein. T'as de super pompes. Tu sais, les chaussures, c'est comme les amortisseurs. Si j'ai un conseil à te donner, change les tiennes. Ça t'évitera de te blesser. La protection de la carrosserie passe par l'utilisation de bons pneumatiques et de bons amortisseurs. Le coureur hors stade doit posséder de bonnes chaussures adaptées à son pied. Il doit surveiller l'usure de ses semelles. Une déformation ou une usure anormale amènera à consulter un spécialiste de médecine du sport. L'amorti des chaussures doit être de bonne qualité pour préserver les articulations, les disques intervertébraux et les cartilages des microchocs provoqués par les impacts du pied au sol au nombre de plusieurs milliers, voire de plusieurs dizaines de milliers selon la compétition. Il est conseillé de prendre une demi-pointure au-dessus de la pointure normale. Courir sans chaussettes augmentant le risque de mycose, il faut porter des chaussettes basses et peu épaisses. Le choix du reste de l'équipement dépend de la température ambiante. Cependant, il vaut mieux avoir froid pendant quelques minutes que chaud pendant toute la séance. L'été, on choisira un débardeur ample et léger qui évacue bien la sueur. Et l'hiver, plutôt un maillot à manches longues porté directement sur la peau. La casquette à grande visière et les lunettes de soleil seront utiles les jours de grand ensoleillement. Enfin, le bandeau évitera que la sueur ne tombe dans les yeux. Ouais, si ça te dit, je cours avec des potes le dimanche matin. C'est plus sympa en groupe. Ah, pourquoi pas, hein. Alors on peut se donner rendez-vous à 9h au château. D'accord. Bon les gars, je vous présente Gilles. Bonjour. Daniel. Salut François. Bonjour. Geneviève. Bonjour. Bonjour. Tiens, j'ai suivi tes conseils, hein. T'as vu mes nouvelles chaussures? Ah, elles sont bien, hein. Et là, tu vas sentir la différence. Bon, allez, on y va.
Vas-y, ne t'occupe pas de moi, va avec eux. Hein. Non, je reste avec toi. Comme ça, on discute et tu t'essouffles pas. L'entraînement de groupe est important car il permet d'entretenir une motivation collective. Le débutant peut ainsi se rendre compte que chaque coureur, à son niveau, éprouve aussi des difficultés. La course doit rester un plaisir, mais lors des premiers entraînements, l'effort est difficile car le débutant sollicite des fonctions respiratoires, cardiaques et musculaires qui ne sont plus habituées à répondre à ces niveaux d'intensité. L'objectif de tout débutant est de passer le plus rapidement au stade de jogger, soit de courir au moins 30 minutes en relative aisance respiratoire. Il est conseillé de courir sur des parcours et des distances variées. L'effort doit être maîtrisé et le jogger ne doit jamais arriver épuisé en fin de séance. Mine de rien, on a fait 1 heure. Allez, 42 km, ça doit pas être facile. Mais j'aimerais quand même bien me faire un marathon un jour. Y a pas de problème. Il te faut une bonne préparation. Tiens Gilles, mets-toi un peu plus face au poteau. Comme ça? Enlève la pointe de pied. Descends un peu sur ta jambe. Voilà. Tu sens derrière la cuisse là? Ouais. Je suis content, c'était sympa. J'ai vraiment fait une bonne séance. Et ben on se revoit quand tu veux. Si ça te dit, je te présente mon entraîneur. Ça t'engage à rien. D'accord, ouais. Et ben on se revoit jeudi au stade avec le groupe. Ok. Bonjour. Bonjour Gilles, Pierre m'a parlé de toi. Oui. Bonjour Pierre, bienvenue parmi nous. Les gars, ils font un petit footing, vous les rejoignez? On se voit après? D'accord. Hein? Allez, rejoignez-les. Hein. Alors Gilles, pareil que tu veux faire de la compétition? Oui, seulement pour m'amuser. Hein. Arrête, tu rêves de faire un marathon. Attends, je suis peut-être un peu trop avancé. Non, il suffit simplement de bien se préparer, mais ça passe par certaines étapes. Oui, mais je veux pas que la course m'accapare, j'ai pas beaucoup de temps libre. Oui, mais il y aura quelques grands principes à respecter. Et Daniel, une question. C'est quoi les grands principes dont tu m'as parlé tout à l'heure? C'est de savoir d'où l'on part et où on va. Et tu crois vraiment qu'en 1 an, je peux préparer un marathon? C'est une question de motivation, d'avoir envie, d'avoir une bonne hygiène de vie, ne pas boire, ne pas fumer, bien s'alimenter, bien s'hydrater et de s'entraîner. Bon, ça pose pas de problème. Avant tout, il faut un bilan médical. Attends, je suis en pleine forme. Oui, mais avec le bilan, tu auras le certificat médical de non-contre-indication à la course à pied. Et il le faut de toute manière pour les compétitions. Là, tu l'auras pour la licence. C'est une garantie. Et puis, c'est la loi. De toute façon, je veux pas prendre de risques. Je comptais bien faire un bilan cardiaque. La visite médicale constate l'aptitude à la pratique de la course à pied, dépiste des anomalies éventuelles. Elle sert de référence au suivi du sportif. L'examen clinique évalue la morphologie, le fonctionnement du système cœur-poumon et vérifie le bon état des articulations, des muscles et de la dentition. Il permet ainsi de comprendre d'éventuels dysfonctionnements pour les traiter ou les prévenir. Le médecin donne les conseils diététiques qui facilitent la pratique de la course à pied. Alors je vais mesurer les plis cutanés. Dans l'addition des 4 points me permettra de déterminer la masse grasse. Tourne-toi. Qui est un bon reflet de l'intensité et du niveau d'entraînement et du niveau de conditions physiques. Le tabac, l'hypertension, un taux de cholestérol élevé, des antécédents familiaux augmentent le risque d'accident vasculaire. Il est vivement recommandé aux débutants de consulter le cardiologue pour pratiquer un test d'effort. L'électrocardiogramme d'effort permet de contrôler l'adaptation du cœur pendant la course à pied. Il permet d'authentifier le risque, mais il ne peut garantir à 100% l'absence d'anomalie. Je vous fais un prélèvement de sang afin de déterminer le taux d'acide lactique. On attaque le 4e palier. À haut niveau, l'analyse des lactates prélevés pendant l'effort, à chaque palier, permet de déterminer les filières énergétiques. C'est par l'entraînement que l'athlète apprendra à les utiliser au mieux. Gilles, si tu te décides à faire le marathon, il faut d'abord faire un test. Hein. Ouais. Pierre en fait un mardi. Viens avec lui. D'accord, pourquoi pas, ouais. Bon, Gilles, on va évaluer la puissance de ton moteur. Alors, c'est simple. Donc, vous allez vous mettre à la hauteur d'un plot. Hein, et à chaque signal, il faudra passer à la hauteur du plot. Vous vous ajustez à chaque fois. OK? Allez, mettez-vous en place. L'état des lieux établi par la visite médicale sera complété par des tests de terrain
déterminant la vitesse maximale aérobie ou VMA. Cette VMA correspond à la vitesse de course atteinte lorsque la consommation d'oxygène devient maximale. Parmi ces tests, le VAM-EVAL, d'utilisation simple, permet une évaluation rapide. Cette VMA se recherche à partir d'une course progressivement accélérée par palier d'1 minute. À chaque coup de sifflet, déterminé par une cassette préenregistrée, le coureur doit se trouver devant un des plots disposés tous les 20 mètres autour de la piste. Le coureur a atteint sa VMA lorsqu'il est en retard de plus de 2 mètres par rapport au plot. Gilles, tu as décroché à 16 km/h. Hein. Ah, j'ai été au bout là. C'est ta VMA. C'est ce qui va nous servir de référence pour le travail. Hein. C'est une donnée qui s'améliore. Hein. Aujourd'hui, on peut dire que ça fait 42 minutes au 10 km, un peu moins d'une 35 au semi-marathon. C'est déjà pas mal. Hein. L'entraînement doit être construit à partir d'éléments concrets. La VMA est un de ces éléments. Les vitesses pendant la compétition ou l'entraînement correspondent à des pourcentages de la VMA. Ces pourcentages servent de référence pour la compétition et l'entraînement. Alors, t'as fait combien au 10 km? À 41 minutes 38. Ah, c'est pas mal. Je suis content, ouais. Ah, ça fait 4,10 au kilo, environ 15 à l'heure. Ouais, comme m'avait dit Daniel, à peu près 90% de ma VMA. Bah, tu vois, c'est encourageant pour un premier. Et les jambes, ça va? Bah, j'ai les mollets un peu durs, mais bon, je crois que c'est normal. Hein. L'objectif de Gilles, c'est le marathon. Il a 1 an pour préparer son marathon et arriver dans de bonnes conditions physiques. Il doit faire 2 à 3 compétitions préparatoires, 1 ou 2 10 km, et 6 mois avant le marathon, un semi-marathon qui lui permettra de déterminer son allure de compétition. On va diviser cette année en 4 grandes périodes. La première où il fera de la préparation générale, ensuite une phase de préparation spécifique, les 15 jours qui précèdent le marathon, une phase de relâchement qui lui permettra d'arriver frais et dispo au marathon, et ensuite, après le marathon, une période de régénération pendant laquelle on fera un bilan de toute la période écoulée. 3, 2, 1, top! Alors, le contenu de la préparation générale, c'est tout d'abord développer la vitesse maximale aérobie en répétant des exercices à haute intensité avec de faibles récupérations. Vous continuez jusqu'au décrochage. Ensuite, on va développer la technique de la foulée et ensuite, on va améliorer la puissance musculaire du coureur par des exercices de musculation et du travail en côte. Pour courir, on n'a pas besoin que de ses jambes, il faut aussi conserver une certaine harmonie musculaire et donc travailler les muscles du haut du corps et du bassin. Pour cela, on s'astreint régulièrement à des exercices de préparation physique. Donc, dans cette position, bien en appui sur les coudes et la pointe des pieds, on serre tout, on travaille les abdominaux, les fessiers. Dans l'autre sens, si on se retourne, on va travailler surtout les fessiers, les lombaires, toute la musculature du dos. Et sur le côté, on travaille toutes les chaînes musculaires latérales. Ces exercices sont à pratiquer donc régulièrement. On essaye de tenir au début la position 30 secondes et puis on allonge les durées de plus en plus au fur et à mesure qu'on est entraîné. Alors, pendant la période de préparation spécifique, on va travailler dans 2 axes. Le premier axe, c'est la sortie longue, qui consiste à courir 1h30 à 2h30 à des allures inférieures à l'allure du marathon. Et l'objectif de cette séance, c'est habituer et le psychique et le physiologique pour tenir longtemps. Le deuxième axe consiste à travailler la vitesse spécifique en utilisant des efforts d'intensité égale à l'allure de la compétition et avec des exercices de 10 minutes à 30 minutes. 15 jours avant la compétition commence la période de relâchement.
Elle consiste à diminuer le kilométrage et l'intensité de ce kilométrage. C'est une phase importante parce qu'elle permet à l'athlète d'arriver frais et dispo pour la compétition. Alors, ce semi-marathon, comment ça s'est passé? Ah bien, je suis assez content pour un premier. Pas eu de problème particulier? Non, une légère douleur à la cuisse vers la fin de la course. Par là, non? Ouais, c'est ça, ouais, là, ouais. Enfin, rien de grave, je crois. A priori, non, mais il faut pas laisser dégénérer des douleurs comme ça. Ça peut se transformer dans des lésions beaucoup plus compliquées à soigner. Puis là, maintenant, il va falloir que tu te consacres bien à la récupération. Tu te contentes pas que du massage. Tu penses à bien t'étirer, à te reposer, bien dormir. Et puis tu vas pouvoir préparer le prochain sans aucun problème. La course à pied n'est pas un sport à haut risque, mais la blessure intervient souvent chez le coureur fatigué, mal entraîné ou mal équipé. Les blessures intéressent la peau, les tendons et les muscles. En ce qui concerne la peau, les ampoules sont fréquentes. Il est facile d'y remédier par l'adaptation du matériel ou par une protection. Ce sont surtout les pieds qui sont atteints, mais le frottement d'un tissu trop raide peut blesser les mamelons sous le maillot ou parfois le sexe sous le slip. En ce qui concerne les accidents musculaires, il faut distinguer les courbatures, contractures ou crampes dues à un excès quantitatif, disparaissant en général avec le repos, les étirements et les massages. Les claquages correspondent à une véritable fracture du muscle dont la survenue est brutale en plein effort. Les tendinites résultent souvent d'un conflit entre le tendon et l'os ou un déséquilibre entre les articulations et les muscles. Les localisations de ces tendinites sont la hanche, le genou, le pied et le bassin ou pubis. Il faut se méfier des douleurs tendineuses appelées faussement tendinites qui correspondent en fait à des lésions de micro-ruptures. Dans tous les cas, la consultation médicale s'impose pour mettre en œuvre un traitement rapide et efficace. Pour prévenir les blessures et améliorer ses performances, le coureur hors stade doit pratiquer régulièrement les étirements. Pendant la préparation physique ou la récupération, le but est de donner aux muscles les moyens de se contracter et de s'allonger correctement. Une bonne élasticité musculaire permet aussi la liberté articulaire, ce qui améliore la foulée. Les muscles à étirer sont ceux qui croisent plusieurs articulations. On étirera plus particulièrement les muscles des membres inférieurs. Les ischio-jambiers, muscles de la face postérieure de la cuisse au nombre de 3, tendus du bassin au genou. Ils étendent la hanche et fléchissent le genou. Très tendineux, ils sont très sensibles. Leur étirement prévient les claquages de la cuisse. Genoux tendus, pointe de pied relevée. Tire les mains vers le bas. Inspire. Tiens 6 secondes. Et tu souffles. Même exercice maintenant. Le pied tourné en dehors. Le psoas iliaque, muscle très puissant, tendu de la colonne vertébrale pour le psoas ou du bassin pour l'iliaque. Profond dans l'abdomen, il se termine sur la partie haute du fémur. C'est un muscle relais entre les membres inférieurs et le haut du corps. Il fléchit la hanche. Étirement très important pour prévenir les pubalgies. Pied gauche dans la main. Plonge le corps en avant. Serre les fesses contre le ventre. Et tu relâches. Le quadriceps, composé de 4 muscles, tendu du bassin au tibia, il croise la hanche et le genou. C'est le muscle qui fléchit la hanche et étend le genou. Talon bien vers la fesse. Serre les fesses contre le ventre et tu relâches. Les jumeaux, muscles postérieurs de la jambe, les jumeaux internes et externes font partie du muscle triceps sural. Tendus de la partie basse du fémur au calcanéum, ils croisent le genou, la cheville et se terminent par le tendon d'Achille. Ils fléchissent le genou
étendent le pied et participent à l'amorti du pied au sol. Les étirements consciencieux des jumeaux permettent de prévenir les tendinites d'Achille. Jambes tendues en arrière. Enfonce bien le talon au sol. Les adducteurs, muscles de la face interne de la cuisse, tendus du bassin au fémur, ils participent à l'équilibre du bassin latéralement. Les étirements de ces muscles préviennent aussi les pubalgies. Les fessiers, tendus du bassin au fémur, ce sont des muscles très puissants. Ils étendent la hanche. Genoux vers l'intérieur. Tu tournes les épaules, tu tournes la tête, tiens 6 secondes et tu relâches. Alors Gilles, c'est demain le grand jour? Ouais, mais ça fait peur, hein, le premier marathon. Écoute, tu pars doucement. Hein, tu suis bien les temps de passage qu'on a programmés. Mais alors surtout, t'oublies pas de boire. À chaque ravitaillement, tu bois. Hein, c'est important. Et puis, te fais pas de soucis, hein, ça va très bien se passer. Les 15 jours qui suivent le marathon seront consacrés à une période de régénération. Pendant cette période, on en profitera pour faire un bilan complet du marathon et de toute la période antérieure, de telle manière que l'on fixe de nouveaux objectifs. Ces 15 jours seront consacrés à se reposer en faisant des activités annexes telles que du vélo ou de la natation. Et la dernière semaine seulement, on reprendra 1 ou 2 ou 3 footings très légers. J'ai commencé la course à pied à l'âge de 13 ans. Et déjà, dès le début, j'avais envie, j'étais attiré par les grandes distances. Et j'ai eu de la chance d'avoir 2 entraîneurs qui m'ont conseillé déjà de passer sur des distances inférieures pour avoir des bonnes bases en vitesse. Et maintenant, c'est ce qui me permet d'avoir un avantage de 5-6 minutes au marathon par rapport aux autres coureurs de 100 km. Qu'on soit simple jogger ou athlète confirmé, les principes de l'entraînement sont toujours les mêmes. Moi, ça fait 25 ans que je cours et je prends toujours le même plaisir.